Voilà, j'étais sur l'organisation du système monde. Rapidement, de manière un peu avancée, je vais donc, résumer cette partie, ensuite revenir sur quelques formules, souvent qui sont fréquentes au baccalauréat, et comment s'y prendre, parce qu'il y a beaucoup de confusion que vous faites souvent dans les calculs, surtout avec les calculatrices, je veux beaucoup insister là-dessus aussi. Souvent, vous trouvez des faux résultats, et vous accusez des calculatrices, alors que c'est à votre niveau. Vous ne savez pas comment calculer les pourcentages, voilà, avec les enchaînements d'opérations, souvent qui ne vont pas de pair, surtout entre la multiplication et la division. Si vous enchaînez, rapidement vous trouvez des résultats qui sont faux. Voilà. Donc, je disais tantôt que le système monde, l'organisation, il y a le centre dominant, donc là qui se résume autour de la triade, mais à côté de la triade, aujourd'hui vous avez des pays développés comme Hong Kong, Singapour, donc c'est des pays industrialisés qui ont rejoint le groupe du centre dominant. Maintenant, à côté, vous avez ce qu'on appelle des périphéries, mais multiples, parce que le niveau de développement n'est pas le même. C'est pour cela qu'on parle même de groupe hétérogène. C'est différent du groupe donc, des pays développés où c'est un peu homogène. Maintenant, dans ce groupe qu'on appelle des pays sous-développés, ou bien si vous voulez, entre autres, des périphéries multiples, vous avez d'abord la première périphérie, donc c'est ce qu'on appelle des périphéries intégrées, polarisées ou associées. Tout ça, c'est des synonymes. Vous savez, en géographie aussi, il y a beaucoup de terminologie. Donc, et là, on peut les regrouper autour des BRICS. Mais aujourd'hui, donc depuis 2023, il y a déjà un élargissement donc, des BRICS avec des pays qui ont été intégrés comme l'Argentine, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Émirat arabe, les Arabes Saoudites. Donc aujourd'hui, et l'Iran actuellement, ce qui fait que le groupe s'est beaucoup élargi. Maintenant, et ça c'est des puissances émergentes qui aujourd'hui sont en train de remettre en cause même ce qu'on appelle l'hégémonie de la triade. Si on prend le cas de la Chine, qui est aujourd'hui le véritable adversaire des États-Unis. Tout le monde sait qu'actuellement c'est la deuxième puissance économique mondiale et aujourd'hui aussi une grande puissance commerciale, la Chine. Voilà, et à côté, il y a des périphéries qu'on appelle donc exploitées. Donc exploitées, c'est des pays qui souvent des matières premières indispensables au centre, mais malheureusement, ces matières premières ne profitent pas à la population. Donc c'est des pays exportateurs de pétrole, des pays grands pays exportateurs de pétrole qui aujourd'hui se regroupent autour de l'OPEP, c'est l'organisation des pays exportateurs de pétrole dans le monde. Peut-être que le Sénégal va rejoindre ce groupe, mais pour l'instant, on est encore dans les périphéries qu'on appelle angle mort, les PMA. Voilà. Donc, il y a encore des pays exportateurs de produits agricoles. On peut prendre le cas de la Côte d'Ivoire, qui est le producteur de cacao, mais malheureusement, ce cacao ne profite pas à la population. Il y a des pays producteurs de matières de ressources minières, comme le Congo, donc vous savez, mais malheureusement, comme je vous l'ai si bien dit, ces produits ne profitent pas à la population. Raison pour laquelle on les appelle des périphéries exploitées. Maintenant, la dernière périphérie, c'est des périphéries. Les périphéries, donc, il y a les périphéries qu'on appelle déjà angle mort. C'est des périphéries marginalisées, voilà, c'est ça le mot, marginalisées. C'est l'ensemble des PMA d'Afrique, dont le Sénégal fait partie, de l'Amérique latine, parce que nous avons aussi nos parents pauvres en Amérique latine, comme Haïti et autres, donc, et de l'Asie. Voilà, donc après cette organisation du système monde, il y a ce qu'on appelle les facteurs et les acteurs de la mondialisation. Les acteurs, on peut citer les États d'abord, qui sont les... Et ensuite, vous avez des organisations internationales, vous avez des ONG. Maintenant, par rapport aux facteurs, nous avons déjà la révolution des transports. Donc quand on parle de mondialisation, c'est parce que le transport a beaucoup évolué. Nous ne sommes pas à l'ère du néolithique ou bien au paléolithique où les gens utilisaient beaucoup d'énergie pour se déplacer, que ce soit l'énergie humaine, que ce soit l'énergie animale. Mais aujourd'hui, avec les progrès donc, dans le domaine du transport, je pense que la distance, le temps ne sont plus des obstacles. Aujourd'hui, vous quittez Dakar-Ziguinchor, vous prenez un vol, vous faites pratiquement 45 minutes. Vous prenez Dakar-Paris, c'est presque 5 heures de vol. C'est de vous dire quand même que
le transport a beaucoup évolué, sans compter les transports de masse, des bateaux, donc aujourd'hui on a des TGV, des trains à grande vitesse, donc qui font que entre les distances aujourd'hui, ça ne pose pas de problème. Mais à côté des révolutions de transport, il y a les révolutions aussi de la technologie, c'est-à-dire que là on fait allusion à l'informatique, qui aujourd'hui est un outil majeur de la mondialisation. Vous avez l'Internet, c'est vous, vous avez le monde, c'est vous. C'est pour cela même, il y a cette notion de monde, de village plat, planétaire. Le monde est devenu et a été transformé en un petit village parce que vous êtes là à Banana, vous suivez un match qui se déroule à Madrid, en direct, au même titre que quelqu'un qui est au stade. Donc ça montre combien de fois quand même que le monde est si petit et si cela a existé aujourd'hui, c'est grâce à cette révolution quand même de la technologie qui est un outil majeur de la mondialisation. Maintenant, si on revient déjà aux manifestations, c'est là où vous avez touché un peu l'actualité. Comment la mondialisation se manifeste? D'abord par des flux. Les flux sont des déplacements. On commence par des flux de population entre le nord et le sud. Quand on dit nord, on fait allusion au pays du nord. Et pourquoi ce terme? C'est parce qu'aujourd'hui, une grande partie des pays développés se situent dans l'hémisphère nord. Raison pour laquelle on parle de pays du nord. Je me rappelle bien, une année aussi, je pense, au baccalauréat, ils ont demandé ces synonymes-là. Donc, M. Sagnan, ils ont demandé aux élèves de donner 2 synonymes de pays développés et 2 synonymes de pays sous-développés. Synonymes. Tu dis pays développé est égal à pays du nord, est égal à pays riche. Tu vois, ces petits termes. Pays sous-développés, c'est des pays du sud qui se trouvent dans l'hémisphère sud. Et ce sont des pays pauvres. Mais maintenant, le terme pauvre, ça sonne mal à l'oreille. On parle de pays quand même en développement pour ne pas quand même un peu stigmatiser ces pays. Parce que la pauvreté, c'est un état d'esprit. On n'est pas pauvre, on a une richesse inestimable. Mais malheureusement, quand même, ça ne suit pas. Souvent l'Afrique est un mendiant assis sur une mine d'or. Voilà. Donc, pour revenir un peu au flux, on a constaté aujourd'hui que les déplacements se font entre le nord et le sud. Mais la plupart, le flux est constaté que une grande partie des populations du sud quittent ici pour aller vers le nord. Surtout, c'est la migration du travail. Et aujourd'hui, on peut y ajouter la migration clandestine. On a vu que beaucoup d'Africains pensent que c'est l'Europe qui est l'Eldorado. C'est-à-dire que si une fois que tu es en Europe, tu as une réussite personnelle. Or que tel n'est pas le cas parce que la crise aujourd'hui, elle est mondiale. Il y a l'autre flux, on parle aussi des flux commerciaux. Là, on fait allusion aux exportations et aux importations. Et on a constaté que nous, en Afrique, on participe faiblement aux exportations parce que l'Afrique ne participe qu'à 1% dans le commerce mondial. Parce que ce qu'on exporte, ce sont des matières premières. Or que les pays développés, ils exportent des produits finis. C'est l'industrie. Et l'industrie produit en quantité. Donc ce qui veut dire que là encore, c'est les pays développés qui contrôlent surtout ce qu'on appelle ce flux. Il y a des flux financiers. Flux financiers, ce qui veut dire qu'il y a des mouvements d'argent entre le nord et le sud, à travers les banques, à travers donc des bourses de valeur, à travers des envois, si je donne le cas des immigrés aujourd'hui, nos parents qui sont à l'étranger, ils envoient pratiquement beaucoup d'argent vers les pays d'origine. Au Sénégal, rien que si on évalue, on vous dit plus de 100 milliards de francs CFA a été injecté ici. Ça vient de l'étranger, c'est des Sénégalais de l'extérieur qui envoient à leurs familles qui sont ici au Sénégal. Ça, c'est des flux qui font de l'argent. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle aussi des flux de l'information. Aujourd'hui, avec votre petit téléphone, vous appelez quelqu'un qui est aux États-Unis, donc, et vous parlez en direct, souvent avec le WhatsApp ou bien avec donc aujourd'hui les appels vidéo. Donc vous voyez quelqu'un, il vous montre des images, vous dites je suis là dans mon salon, vous êtes là sous le manguier, vous parlez en direct. Donc, et là, ça montre quand même que vous êtes au cœur de la mondialisation. Et souvent, je dis que vous disposez même des téléphones aujourd'hui qui nous viennent de la Corée du Sud. Par exemple, Samsung, vous avez le Samsung ici au Sénégal, alors que vous n'avez jamais posé vos pieds en Corée du Sud. Donc tout ça sont des manifestations de la mondialisation. Maintenant, pour terminer, on va revenir sur les conséquences. Maintenant, la mondialisation quand même a deux conséquences. Il y a des conséquences positives comme des conséquences négatives. Ce qu'on appelle avantages et inconvénients. Positif, il n'y en a pas trop.
Mais quand même, aujourd'hui, la mondialisation a permis aux pays développés de bénéficier de beaucoup de flux, par exemple des flux financiers pour financer nos projets, par exemple la route, si on regarde la RN6, aujourd'hui c'est la MC, le Millennium Challenge Aquant. C'est les Américains qui nous ont financé la route. Et ensuite, il y a d'autres aussi avantages que nous pouvons tirer donc de cette relation interdépendante. Mais la grande partie, nous sommes les grands perdants dans cette mondialisation. Là, on parle de conséquences négatives. Déjà, dans ce jeu, c'est-à-dire que cette relation, les plus forts écrasent les plus faibles. C'est-à-dire que nous, les pays sous-développés, nous sommes exploités, nous sommes écrasés par des pays développés parce qu'il y a une concurrence déloyale entre les produits donc, qui nous viennent de l'étranger, qui aujourd'hui, si ces produits arrivent dans notre marché, donc ce qui veut dire que nos produits ne peuvent pas compétir. Je donne l'exemple de l'oignon, tout simple. Il y a l'oignon français qui est envoyé sur notre marché. L'oignon sénégalais est là, mais nos femmes préfèrent cuisiner l'oignon français au détriment de l'oignon sénégalais. Le riz, il y a le riz de la vallée, mais les Sénégalais préfèrent riz thaïlandais, le riz qui vient de la Chine, que le riz sénégalais. Il a fallu que l'État prenne des mesures conservatoires, ce qu'on appelle le protectionnisme, pour arrêter les importations d'oignons. Je donne l'exemple patent, et ensuite maintenant, l'oignon sénégalais a envahi le marché, et finalement, qu'est-ce qui se passe? Mais nous sommes habitués à consommer l'oignon sénégalais. Et c'est ce qui fait vivre notre économie. Mais malheureusement, nous avons une économie extravertie, ou bien un œil extraverti même. On pense que tout ce qui vient de l'Europe, c'est meilleur, c'est bon. Tout ce qu'on produit ici, c'est mauvais. Donc ça, c'est un état d'esprit que les Sénégalais ont, et surtout la plupart des Africains. Maintenant, il fallait déconstruire la mentalité pour montrer que nous sommes capables de produire ce que nous consommons sans pour autant se baser à l'extérieur. Parce que vu aujourd'hui le contexte des crises, si toutefois qu'on doit dépendre à 80 à 50% de l'étranger, s'il y a quelque chose qui se passe là-bas, nous allons en pâtir. Donc, dans les conséquences aussi, regardez le cas de la Covid. La Covid est née à Wuhan, en Chine, en 2019. Mais en un temps record, la Covid a fait le tour du monde, même au Sénégal. Ça a quitté Chine, c'est arrivé en Europe. En Europe, un Sénégalais l'a amené à Touba. C'était le premier cas qu'on a signalé. De Touba, on était en veille de Tabaski. Les Sénégalais se disent que Tabaski, forcément, c'est au village. De Dakar, les Bangangawa, les Kazassé qui étaient à Dakar, ils ont porté le virus. Destination dans les villages. Le Sénégal a connu pratiquement dans tous les villages, on parle de cas ici, cas critiques, comment on appelle encore les cas immunitaires, ainsi de suite. Donc ce qui veut dire que tout ça sont les effets. Vous pensez que s'il n'y avait pas cette mondialisation, mais la maladie là, elle est née en Chine, elle va mourir en Chine, mais elle ne va pas quitter la Chine pour arriver ici au Sénégal. Donc ce sont des effets néfastes de la mondialisation. Mais aussi, il y a l'exploitation de nos ressources. Aujourd'hui, les multinationales sont là, on les appelle des vautours. Quand le pétrole apparaît, les vautours font le tour parce que nous, on ne sent même pas l'odeur du pétrole. On est là au Sénégal, on ne voit pas la couleur de l'argent. Mais ce sont eux qui commencent à exploiter nos puits. Le gaz, c'est pareil. Nos eaux maritimes, vous avez vu? Donc les Sénégalais ne consomment même pas de bons poissons. La plupart des poissons de qualité sont exploités par les bateaux occidentaux. Donc ça, c'est les effets néfastes de la mondialisation. Il y a la surexploitation de nos ressources. Mais aussi, il y a la pollution. Les multinationales sont là à rejeter du gaz à effet de serre, à exploiter nos forêts de manière abusive. Et en réalité, nous, on n'y gagne rien. Et souvent, le réchauffement aujourd'hui est devenu un phénomène quand même qui est là récurrent, et tout ça c'est lié à ce qu'on appelle des surexploitations de nos ressources, et souvent sont les multinationales. Donc, en grosso modo, on peut dire que la mondialisation n'est pas profitable aux pays du Sud qui pratiquement ont payé les plus lourds tributs, mais heureusement que ce sont malheureusement pour nous, mais ça profite que les pays développés. Donc dans cette relation interdépendance, vraiment ce sont les pays développés qui en tirent grand profit. Voilà, maintenant, revenir un peu à certaines formules, parce que je disais même moi à mes élèves depuis octobre, chaque mois ou bien chaque jour, je veux que vous me reteniez une seule formule.
calcul de part en valeur relative. Il vous dit que voilà, je vais le faire. J'attends une semaine, je demande à un élève, allez me reprendre la formule au tableau. Il le fait. Au mois de novembre, je dis calcul de PIB par habitant. C'est comme ça. Je lui dis que si vous le faites chaque jour ou bien chaque une semaine, une formule, imaginez-vous pendant 9 mois, vous allez au moins maîtriser 9 formules en calcul géographique. 40 formules, je dis. Mais parmi ces 40 formules, au baccalauréat, s'il y a des calculs, parce que aussi, il ne faut pas penser que chaque année il y a des calculs. Non, il fut des années au bac, il n'y a même pas de calculs. On demande directement à l'élève de représenter les valeurs qui sont directement au niveau des tableaux statistiques. Mais je dis à mes élèves, s'il y a des calculs, en tout cas, si vous maîtrisez les 40 formules-là, il n'y aura jamais un calcul qui va sortir de ces 40 formules. Et ils l'ont fait. La plupart aujourd'hui ont maîtrisé plus de 40 formules. Quand vous ne maîtrisez pas les formules, calcul de part par exemple, en valeur relative, on dit c'est part partielle en valeur absolue divisé par part totale multiplié par 100. Et je me suis dit qu'ici on est en pourcentage. Et si toutefois vous multipliez par 100, forcément l'unité aussi, il faut mettre ça au pourcentage et arrêtez-vous à 2 chiffres après la virgule, mais n'arrondissez même pas. Et quand vous calculez, vous prenez part partielle, par exemple c'est 98,5 milliards, part totale 1000 milliards, multiplié dans la machine. Si vous prenez 98 divisé par 1000, multiplié par 100, vous trouvez un faux résultat. Ça, on peut que ça soit clair. Il faut d'abord diviser d'abord, vous mettez égal, ensuite multiplier par 100, vous mettez égal. Il y a 2 étapes. Donc, on peut enchaîner des additions, des soustractions, mais on ne peut pas enchaîner une division et une multiplication. Vous le faites en calcul, vous trouvez, même les taux de couverture, vous le faites, vous trouvez. Parce que chaque fois, j'ai constaté, les élèves trouvent la forme dans le pose d'opération, mais le résultat est toujours faux. Et là, vous dites que c'est la machine qui m'a trompé. Je dis non. La machine ne vous a pas trompé, mais au contraire, c'est vous qui avez trompé la machine. Parce que si vous avez suivi la procédure, les étapes, vous allez trouver un bon résultat. Et si on revient au calcul de taux de couverture aussi, donc, c'est exportation divisé par importation fois 100, ou bien production divisé par consommation fois 100. Et quand est-ce qu'on parle de production? C'est quand il s'agit de l'énergie, il s'agit de production céréalière. Et là, vous trouvez un résultat. Et l'information que vous allez tirer de ces résultats. Parce que des fois aussi, on vous demande d'interpréter. Tout à l'heure, j'ai entendu bien revenir là-dessus, dans la notion d'interprétation, qui souvent a 3 parties. Si c'est un graphique, vous allez partir d'abord d'une observation, et ensuite vous allez constater ce que vous avez vu, ensuite vous allez conclure ce qu'on appelle la déduction. Si je calcule le taux de couverture, je constate que le résultat est inférieur à 100%. Qu'est-ce que le professeur m'a dit? Quand le résultat est inférieur à 100%, qu'est-ce qui se passe? Je dis qu'il y a un déficit. Et la valeur de déficit, ça se calcule 100% moins le taux de couverture. Vous trouvez la valeur du déficit. Maintenant, quand j'ai un taux supérieur à 100%, je dis conclusion, c'est-à-dire que là, on dit qu'il y a un excédent. La valeur de l'excédent, c'est taux de couverture moins 100%. Là, ça permet même d'anticiper sur ce qu'on appelle taux de dépendance et taux d'indépendance. Il y a dépendance si et seulement si le taux de couverture est déficitaire. Là aussi, c'est un piège. On peut vous demander de calculer le taux de dépendance. Non, on est dépendant quand on est déficitaire. Mais quand vous avez trouvé un taux qui est supérieur à 100%, il n'y a pas de dépendance. Au contraire, il y a l'indépendance parce qu'il y a un excédent, il n'y a pas de déficit. Maintenant, calcul de PIB par habitant, qu'on appelle revenu par tête. Une année, c'est des synonymes. Une année aussi, on n'a pas demandé aux élèves de calculer PIB par habitant, mais nous ont dit directement représenter le revenu par tête et le taux de chômage. L'élève regarde les épreuves du bac, il n'a pas vu le revenu par tête, mais il se pose la question. Et quand ils sont, ils me disent non, monsieur, nous on n'a pas vu le revenu, mais peut-être on a vu PIB par habitant. Mais je l'ai dit, quand même, il faut jouer avec votre intelligence. Vous regardez les tableaux, vous avez vu qu'il y a PIB global, et souvent même PIB global aussi, attention, souvent on ne met pas PIB global, on peut mettre PIB, et ensuite on met milliards de dollars. Les unités, ça joue beaucoup. C'est pas à chaque fois qu'on met PIB global. On peut mettre PIB, ensuite vous regardez les données, on dit milliards de dollars.
quand vous avez 8 milliards de dollars, ça ne peut être que PIB global. Il y a ça ne peut pas être PIB par habitant. PIB par habitant, la définition c'est quoi? C'est chaque citoyen, ce qu'il gagne par an. On prend l'ensemble des ressources, on le divise par le nombre de populations. On vous dit que vous gagnez tant de dollars. En tout cas, c'est en dollars ou bien en euros. C'est les deux monnaies qui sont reconnues. C'est pas chaque fois dollar. Il fut une année aussi, je pense qu'ils ont demandé en euros. Donc, pour cette aussi, il s'agit des pays européens. On dit le PIB global de la France, on donne en euros. Et on donne la population en habitant. Là, tu n'as pas le droit de parler de dollar parce que le dollar, c'est une monnaie. Il y a deux monnaies de référence, il y a même toi et le yen, mais en réalité, c'est le dollar et l'euro qui sont des monnaies de référence. Donc, quand vous avez vu dans les données, on a mis PIB, on a mis milliards de dollars, dites-vous dans la tête que c'est PIB global. Moi, en tant qu'élève, je ne peux calculer que le PIB par habitant, si toutefois que c'est la population. Maintenant, dans le PIB par habitant aussi, il y a souvent beaucoup de reconversions. Si le PIB est en milliards de dollars, parce que la formule elle est simple. Je vois des élèves qui disent non, multiplie par 1000. Ça, ce n'est pas une formule, c'est un raccourci. La vraie formule, c'est le rapport entre le PIB global et la population. C'est simple. Il n'y a pas de multiplier, il n'y a rien. On multiplie s'il y a des conditions. Donc, ça, ce n'est pas une formule, c'est un raccourci. On multiplie par 1000 si et seulement si le PIB est exprimé en milliards de dollars, il faut bien lire les données, et la population en millions d'habitants. Dans ce cas, tu peux multiplier directement par 1000, ou bien quelqu'un d'autre dit non, moi je ne vais pas multiplier, mais je vais reconvertir. Comment? Je reconvertis les PIB global en dollars, c'est-à-dire que je vais mettre 10 puissance 9. Si on a par exemple 50,20, je donne un exemple, on dit milliards de dollars, 50,20, 10 puissance 9, cela veut dire que je mets 50, j'enlève la virgule et je commence à compter le chiffre qui est juste après la virgule. Comme ça, je vais mettre 9 chiffres. On ne parle pas de 9 chiffres, on dit 9 chiffres. Maintenant, s'il n'y a pas de virgule, il n'y a rien, là tu peux mettre directement 9 0, parce que 10 puissance 9 c'est 9 0. Mais quand il y a une virgule et des chiffres, on ne dit pas 0, maintenant on dit 9 chiffres. On commence à compter à partir juste de la virgule, mais en l'enlevant, on dit 1, 2, maintenant on complète par des 0. Et la population, si elle est exprimée en habitants, et c'est rare de voir ça. Une année aussi, je pense que Sagna, c'était ça en France, ils ont donné la population en millions. Je me rappelle, j'ai corrigé à Tivaouane. Mais sur les 200 copies, il n'y a que 4 qui ont trouvé. Tout le monde est tombé dans les pièges. PIB, population, c'est en habitants, chiffre long. PIB en milliers de dollars. Milliers aussi, cela veut dire que c'est 3 chiffres. Donc les élections, ils ont directement fait PIB global, divisé par population, multiplié par 1000. Chaque fois, c'est ça. Ils disent que voilà, c'est la formule. Je dis non, il fallait reconvertir. Vous laissez déjà la population en habitants, il n'y a pas de problème. Mais moi, mon problème, surtout au niveau du PIB global. Comment je vais reconvertir le PIB global en dollars? Si c'est milliards, je mets 10 puissance 9. Si c'est millions, je mets 10 puissance 6. Si c'est milliers, je mets 10 puissance 3. Et là, je règle mon problème. Je divise et l'unité, je mets dollars, S bar. Ce n'est pas l'appel de mettre dollars par habitant, ce n'est pas l'appel de mettre habitant parce que c'est l'argent qu'on veut savoir chaque citoyen combien il gagne en dollars. Donc, et c'est les calculs les plus fréquents, c'est tous les revenus par tête. Maintenant, il y a encore ce qu'on appelle solde commercial. Solde commercial ou balance commerciale, c'est les exportations moins les importations. Et là encore, quand l'opération est horizontale, il faut avoir l'habitude de mettre des unités. Solde, c'est milliards. On a dit exportation milliards de dollars, je mets milliards de dollars. Exportation, je mets milliards de dollars. Égal, maintenant je trouve donc un résultat. Et avec les soldes, 3 cas de figure se présentent. Si le solde est négatif, la valeur que vous trouvez est négative, vous déduisez par conséquent que la balance est déficitaire. Vous donnez la valeur, mais ce n'est pas l'appel de mettre moins. Parce que quand vous dites 50, moins 50, déjà ça montre qu'il y a un déficit. Donc quand vous utilisez l'expression déficit, vous dites seulement qu'on constate que la balance commerciale des États-Unis est déficitaire de 50 milliards de dollars. Ce n'est pas l'appel de dire moins, parce que déjà tu as utilisé le terme déficit. Maintenant, quand vous trouvez une valeur positive, vous dites qu'il y a un excédent, vous donnez la valeur de l'excédent.
et l'autre c'est 0. Bon, je n'ai pas encore rencontré ce cas où vraiment les exportations sont égales aux importations, où la balance est nulle. Ça, c'est rare de voir ça. Et sinon, maintenant, dans les autres calculs souvent, bon, qui ne sont pas trop fréquents, je vais revenir sur quelques graphiques, parce que la plupart, c'est des calculs. Maintenant, les graphiques, la tendance quand même, c'est des graphiques à double entrée. L'estimation, voilà, merci. L'estimation aussi, surtout quand on parle de l'ENA, population, ville et société, il y a des estimations qu'on donne. Estimation aussi, il y a 3 types d'estimations. L'estimation de la population, l'estimation du PIB global, l'estimation du nombre de chômeurs. Souvent, c'est les 3. Maintenant, pour la population, si on vous donne la population de l'année de départ, 2018, on vous dit c'est 18,5 millions. Estimez la population en 2030. Donc, PN, le petit n là, c'est l'année demandée, vous dites P de 2050 est égal, P0 c'est la population de l'année demandée, vous ouvrez une parenthèse, 1 c'est une constante, ça ne change jamais, plus le temps, c'est le taux de croissance naturel qui change toujours, divisé par 100, il faut toujours l'exprimer en pourcentage, et la puissance n. La puissance n, c'est l'année d'arrivée, c'est-à-dire que l'année demandée moins l'année de départ. Et là encore maintenant, c'est l'utilisation des machines qui pose problème. C'est pour cela que je dis qu'il faut avoir l'habitude d'utiliser des machines avec lesquelles vous avez travaillé durant toute l'année. Sinon, si vous attendez à la veille du bac pour implanter une machine, c'est un frais scientifique, mais là, vous allez vous poser d'énormes difficultés. Non seulement avec les estimations, mais non seulement avec les calculs de PIB par habitant, parce que d'habitude, à la place des points, on met virgule, surtout les machines version anglaise. Donc là aussi, ça pose problème. Au lieu de dire 28 330, on met là-bas point. Vous dites non, c'est 28, après mettez 330. Ça fausse tout le résultat. Si c'est 28 000 $, vous dites c'est 28 $, mais c'est diamétralement opposé. Parce que quand vous mettez virgule, c'est quand vous dites que c'est 28, donc là aussi, ça pose problème. Les estimations, s'il s'agit donc du PIB, là, il n'y a pas beaucoup de changements avec la population. Sauf qu'avec les PIB, on ne peut pas estimer un PIB global sans avoir le taux de croissance du PIB. On va mettre taux de croissance en pourcentage. Et c'est ça que vous allez utiliser au niveau du temps. Vous dites PIB global N, de l'année N, est égal à PIB global de l'année 0, l'année connue, qu'on va vous donner au tableau. Parenthèse, 1 plus taux de croissance du PIB divisé par 100 et puissance N. Là aussi, ça ne change pas. Maintenant, quand il s'agit du nombre de chômeurs, là aussi, vous mettez NC, nombre de chômeurs, la formule d'ailleurs même, c'est comment? C'est taux de chômage multiplié par la population active divisé par 100. C'est des valeurs absolues, nombre de chômeurs. Le taux de chômage, c'est là le contraire, est égal à nombre de chômeurs divisé par la population active multiplié par 100. Mais s'il s'agit de calculer le nombre, c'est l'inverse. Nombre de chômeurs est égal à taux de chômage multiplié par la population active divisé par 100. L'unité est égale à chômeurs. Maintenant là, vous mettez NC, nombre de chômeurs l'année N, NC 2050 est égal à NC 0, l'année demandée, parenthèse, 1 plus taux de chômage, le T c'est là, c'est pas taux de croissance du PIB, c'est taux de chômage divisé par 100 et puissance N. Ça permet de calculer le nombre de chômeurs en 2050, si toutefois que vous connaissez le nombre de chômeurs en 2025, et ensuite vous avez le taux de chômage, vous pouvez estimer donc le nombre de chômeurs. Donc voilà, maintenant revenir un peu au graphique. Les graphiques qui sont les plus fréquents, c'est les diagrammes double entrée. Je pense que toutes les 4 dernières années, c'est ça qui vient. Et quand est-ce qu'on doit tracer un diagramme à double entrée, ce qu'on appelle 2 axes désordonnés? C'est si et seulement si vous avez 2 variables qui ont des unités différentes à représenter. Solde commercial, taux de chômage. Premier axe solde commercial avec une échelle à part entière et taux de chômage avec une échelle à part entière. Donc on ne peut pas mélanger les deux. Vous avez un axe ici, vous avez l'autre axe. Mais si vous avez par exemple le taux de chômage et le taux de couverture, pourtant vous avez 2 variables différentes. Mais c'est les mêmes unités. On peut les contenir dans le même axe. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. S'il n'y a pas beaucoup d'écart encore, surtout en termes de choix d'échelle. Donc vous pouvez le faire. Mais sinon, il faut chaque fois mettre les deux. Maintenant, dans l'interprétation, souvent quand on met 2 phénomènes, on veut observer ou bien faire comprendre aux élèves qu'il y a souvent une relation entre ces 2 phénomènes. Surtout entre solde commercial et taux de chômage. D'habitude, on peut dire, ou bien avec l'IDH,
et le solde commercial. On voit entre le PIB habitant et l'IDH. On dit souvent, quand le taux de chômage est élevé, moins l'IDH est faible. C'est-à-dire qu'il y a un rapport donc, de complémentarité ou bien d'interconnexion entre ces deux phénomènes. Dans la plupart des interprétations, faites tout pour ressortir s'il y a un rapport entre les deux variables qu'on vous a demandé de représenter dans le même graphique. Ça aussi, c'est des choses quand même qu'il faudra beaucoup prêter attention. Maintenant, le reste, comme je vous l'ai si bien dit, vous allez revisiter les calculs parce que les professeurs en ont tellement fait. Parce que la géographie, il ne s'agit pas de parcourir les leçons. Ça ne règle pas le problème. Dans chaque unité d'intégration, que ce soit les pays développés ou bien que vous savez l'ANENA, je dis souvent, retenez au minimum 2 forces, 2 faiblesses. D'habitude, dans la dernière partie, ce qui revient. Modèle économique américain, force, faiblesse. Et souvent, les pays développés, ils ont beaucoup en commun, certaines forces et certaines faiblesses. Si on prend aujourd'hui le niveau technologique élevé, donc ce qu'on appelle déjà et le PIB par habitant élevé, pratiquement tous les pays développés ont donc un niveau technologique ou bien un PIB par habitant élevé. Leurs faiblesses, ils ont des faiblesses en commun. Ils ont des déficits souvent énergétiques. Ils ont des problèmes de matières premières, déficit en matières premières et surtout le vieillissement de la population. Ils ont ça en commun. Pour les pays émergents aussi, que ça soit parce qu'en programme terminal, vous avez la Chine, vous avez le Brésil. Je pense que les 2 pays émergents qu'on étudie dans le programme. On ne va jamais vous demander l'autre BRICS, l'Afrique du Sud, ce n'est pas concerné par le programme. La Russie, ce n'est pas concerné par le programme. On ne va jamais vous demander, mais Chine et Brésil, vous devez être en mesure de connaître quelques forces et quelques faiblesses. C'est des BRICS. Les BRICS, leur force, c'est quoi? C'est l'abondance des matières premières et de la main-d'œuvre à bon marché. Oui, mais aussi vous avez souvent des pays, c'est des pays qui ont un taux de croissance élevé. C'est la Chine seulement qui a eu à avoir un taux de croissance qui a atteint 2 chiffres. Aucun pays n'est là dans le monde. 2 chiffres, 10%. Ça c'est, mais aussi il y a ce qu'on appelle aussi une forte industrialisation, parce que la Chine aujourd'hui on l'appelle l'usine du monde. Mais les faiblesses, ces pays aussi ont des faiblesses. C'est quoi? D'habitude, c'est une économie extravertie. Ils dépendent beaucoup des pays de la triade. Il y a des inégalités sociales, même des inégalités, des disparités entre les régions. La Chine continentale et la Chine insulaire. Donc souvent, il y a ces paramètres qu'il faut intégrer. Les pays donc paiement qu'on appelle les pays donc moins avancés, comme le Sénégal, nous avons aussi nos forces, nous avons nos matières premières qui sont là, même si bien qu'elles ne nous profitent pas, mais nous avons le soleil, nous avons nos ressources, donc c'est l'abondance. Nous avons une population très jeune. Il ne faut pas penser que la jeunesse est un handicap. Non, je m'oppose à ça. Si la jeunesse est bien formée, bien éduquée, c'est une force qu'il faut exploiter. C'est une main-d'œuvre, mais si la main-d'œuvre est qualifiée comme le cas de la Chine. Nous avons des faiblesses. C'est quoi? Nous avons une économie aussi vraiment qui dépend beaucoup de l'extérieur. Nous avons une balance commerciale qui est déficitaire parce que nous achetons beaucoup de produits, surtout les produits industriels qui viennent donc de l'extérieur, entre autres. Voilà donc pour résumer, je pense que M. Dien, M. Sagnan, voici quelques éléments sur lesquels je voudrais revenir pour attirer l'attention quand même des candidats.